grand défi quand on parle de gestion des infrastructures, développement des infrastructures, la croissance démographique. La croissance démographique, il faut toujours en tenir compte lorsqu'on planifie, on conçoit des projets en général. Il y a des projets qu'on essaye de mettre en œuvre pour satisfaire les besoins des populations. Et si le projet est mal conçu, c'est-à-dire si on ne prend pas en compte l'évolution de la population dans 10 ans, dans 20 ans, le projet se retrouve caduc dès le moment de sa mise en œuvre. Donc ça, c'est un grand défi quand on parle de gestion des infrastructures en général. Nous avons le droit à l'égalité sociale, les insécurités multiformes, les progrès technologiques, les défis liés à la formation des acteurs, comme la formation que nous faisons actuellement. Si les acteurs en charge de la gestion, de la maintenance, du développement, de l'extension des infrastructures n'ont pas un minimum de formation comme celle qui est offerte par le TNFMD aujourd'hui, je pense que tous les investissements que les CTD et l'administration en général mettent en œuvre ne pourront pas aider dans la durabilité. Nous avons les défis écologiques, la répartition des ressources en eau et en énergie. Il y a un participant tout à l'heure qui parlait d'un projet d'alimentation en eau, où on a construit le château d'eau, on a équipé le château d'eau. Au moment des tests de pompage d'eau, il n'y avait pas un grand débit. Ça, c'est des cas de la répartition des ressources d'eau. C'est vrai qu'il a fait savoir que l'étude géophysique n'a pas été faite, n'a pas été bien faite, mais nous avons des cas comme ça. Nous avons des cas comme ça où on fait des études géophysiques qui nous montrent la présence d'eau lors de la mise en service du forage du puits aménagé. Nous avons de l'eau pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, après tout ça sèche. Ça, c'est les conséquences des changements climatiques. Comme il est mentionné. Nous avons également la déforestation, l'augmentation des émissions en gaz et autres, la dégradation des sols. Comme défi économique, nous avons le coût élevé des infrastructures. Au fil du temps, tout à l'heure, on discutait du coût des projets de construction de salles de classe. On disait que depuis plusieurs années, les ministères qui transfèrent ces projets aux communes sont fixés à, je crois, 18 millions de salles de classe, comme c'est ça, sans prendre en compte l'inflation sur les matériaux de construction. De 20 millions. Ça n'évolue pas beaucoup. En fait, ça ne s'arrive pas trop à la réalité de l'augmentation des prix sur le terrain. Pour les jeunes, nous avons le coût du ciment, le fer à béton qui augmente. Ça aussi, c'est un grand défi dans tout ce qui est gestion des infrastructures. Il faut prendre tout cela pour évaluer un projet. Ne pas se dire, il y a eu un projet en 2017 d'un forage de 20 mètres cubes, ça a coûté ceci, je reconduis ça en 2025. Ça met tout à l'eau, ce qu'on a regardé. Enfin, nous avons les défis culturels, l'aliénation du savoir-faire local, l'aliénation des matériaux locaux. C'est-à-dire, en Afrique, au Cameroun, on veut forcément s'arriver aux constructions avec des matériaux qu'on voit à l'étranger dans les pays occidentaux. C'est des défis aussi qu'on doit pouvoir essayer d'avoir des infrastructures dans nos pays faites à la base des matériaux locaux. S'il vous plaît. Est-ce que ces défis-là, le problème ne serait pas peut-être à cause des coûts? C'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas parce qu'on n'a pas encore maîtrisé même le coût d'utilisation des matériaux locaux? Les défis culturels, là, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on n'utilise pas beaucoup les matériaux locaux parce qu'on a tendance à s'arrimer, je veux dire, à la technologie occidentale et tout ça là. Est-ce que le problème des coûts des matériaux devient de la maîtrise?
des coûts de construction en matériaux locaux n'est pas aussi un problème. Oui, je pense effectivement que c'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes qui fait en sorte que nous soyons toujours poussés. Nous soyons toujours poussés à utiliser les matériaux qui viennent de l'étranger. Il y a un problème de coût, il y a même aussi un problème de fiabilité. Il y a un problème de fiabilité. Les matériaux locaux, les produits locaux ne sont pas toujours fabriqués, par exemple, avec certaines normes. Tout ce qui vient de l'Occident, généralement, est accompagné de normes ISO, normes NF, contrairement aux matériaux locaux. Je pense même en termes de formation. S'il y avait plus de la moitié des participants qui sont génie civil, comme moi aussi, quand on forme, on parle de construction en béton. Sauf si dans d'autres écoles, vous avez vu des constructions, par exemple, en briques de terre. Même le bois, c'est bâclé. C'est bâclé. Nous avons un cours sur la construction bois, mais c'est bâclé. Je pense qu'il y a cette maîtrise, cette faible maîtrise technologique et les coûts aussi, qui font en sorte que nous soyons toujours. Mais c'est un défi, justement, c'est un défi. C'est des filières à développer. C'est des filières à développer, à maîtriser, à perfectionner. À perfectionner pour rendre les coûts compétitifs. En termes d'enjeux, nous avons plusieurs limitations qui constituent des enjeux dans la gestion des infrastructures. Nous avons les limitations sociales. Nous avons des limitations sociales. Par exemple, l'élimination des matériaux comptables atteints à la santé. Je vais prendre le cas, par exemple, des adductions d'eau, des réseaux d'eau potable. Il est demandé depuis quelques années déjà de ne plus avoir dans les réseaux d'eau des tuyaux en fonte grise. Je ne sais pas si ce matériau dit quelque chose avec ici. En fonte grise, amiante, ciment, qui sont des matériaux de musique qu'on utilisait il y a peut-être 30 ans, 40 ans. Qui sont des matériaux nocifs, souvent cancérigènes, et qui sont aussi à l'origine de la mauvaise coloration de l'eau que nous vivons au Cameroun depuis plusieurs années. Et il y a des vastes programmes d'investissement au sein des structures en charge de ces questions pour remplacer toutes ces vieilles canalisations. Pour mettre les canalisations qu'on utilise aujourd'hui en PVC, pression, PhD, PhD. La réduction des discriminations. Là, on a pris l'exemple, lorsqu'on construit un bâtiment avec un escalier ou bien plus précisément un perron à l'entrée, on oublie souvent qu'il y a des personnes handicapées qui, elles aussi, veulent avoir accès à ces bâtiments. On oublie de construire des rampes d'accès où on peut permettre aux personnes en chaise roulante d'être, ce soit pour monter, soit descendre. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Aujourd'hui, est-ce qu'on oublie encore ça? De maintenance des infrastructures, c'est vrai que cet exemple, ce n'est pas vraiment de la maintenance, mais je pense que dans les actions de maintenance, si on a des bâtiments qui actuellement ne prennent pas en compte l'existence de ces passerelles-là, de ces rampes, je pense que dans un projet de maintenance d'un bâtiment, ça ne coûte rien d'introduire ça. C'est-à-dire un oubli qu'on a fait lors de la conception, lors de la planification. Il y a l'espace. Ça c'est sur le terrain. S'il y a l'espace, il n'y a pas d'espace, mais c'est des enjeux. Les enjeux de la gestion des On a ce problème. L'amélioration du confort. Il y a des salles dans nos bureaux, dans les marchés où tu as du mal à déboucher. Non, même en bas, vous ne pouvez pas faire ça. Au niveau du rez-de-chaussée. Même au niveau du rez-de-chaussée. C'est juste une petite rampe. Peut-être parce que. Nous avons l'amélioration des systèmes sécuritaires, la définition des bonnes pratiques et normes. Nous avons les mutations économiques. Le coût élevé des équipements liés aux achats. Vous voulez mettre un élévateur? Je sais. On a parlé de ça tout à l'heure. Des coûts d'investissement Bon, je me rappelle que quand on faisait les 4,
On avait aussi le problème d'espace là, on a pensé à ça, mais on a finalement trouvé la solution. On a fait une rampe pour que les gens, si tu vois, un peu comme ça. C'est-à-dire, si tu fais un truc comme ça monte et tu vas respecter les pentes. C'est ce qu'on a fait, c'est passé. Si on veut respecter la pente, C'est compliqué. Non, c'est pour ça que je dis que chez vous, là, au moins vous devez le chausser. Ce n'est pas pour l'étage. Vous devez vous arranger à ce que on puisse recevoir ces personnes-là au niveau du rez-de-chaussée. Le premier adjoint le reçoit, on achète qui est comme. Et là, vous voyez la distribution des bureaux. tous ces bureaux potentiellement C'est que c'est grave. c'est pas génial. Non, vous ne pouvez pas. Nous se renseigner, je vais taper sur le net, aller fouiller, chercher. Même à me demander de fouiller si je vois où je peux acheter un élévateur. Oui, un élévateur, oui. Même à me demander de fouiller si je trouve quelqu'un qui peut nous faire ça. Oui, c'est ça, on peut en trouver. Moi-même, j'étais en train de fouiller, mais finalement, quand il trouvait la solution, on avait laissé tomber. Maintenant, les crédits de paiement, c'est ce que tu vas consommer effectivement par an de ce que tu inscris dans le livre. Mais si au départ, tu n'as pas mis l'autorisation d'engagement qui correspond à la totalité du budget que tu vas consommer sur les 3 ans, là, tu ne peux pas. C'est ça que je suis en train de dire. Que si on a budgétisé 10 millions pour le projet et que les coûts sur le marché ne nous ont pas permis d'avoir le matériel pour 10 millions pour acheter le projet, il y a des possibilités qu'à l'année suivante, on puisse ajouter de l'argent pour le projet parce qu'il est déjà inscrit. Nous ne disons pas la même chose. Je pense qu'au cours de l'année, ils font des virements, des crédits, on passe par des... Vous parlez la même chose. Voilà. Madame Président, un projet de montant annuel qui va c'est que ça contribue à Tu appelles ça quoi la réponse? On tombe souvent dans ce genre de cas à cause des mauvaises évaluations. Souvent, les termes Souvent, les évaluations qui sont collectifs budgétaires, c'est eux qui donc, lorsque on définit les budgets, lorsqu'on définit les événements qu'on va faire, de vraiment se rapprocher de la réalité des coûts actuels. Pour ne pas rentrer, parce que ça, c'est les jours pour essayer de rattraper ce que les deux tables disent. C'est deux manières de jours pour rattraper les votes qu'on a fait tel budget. Voilà. Donc, nous avons. ne peut pas avoir le temps.
peut désigner démocratiquement des gens. Le problème que s'il y a des volontaires qui choisissent, qui se désignent. Bon, désignez-moi alors. On n'aura pas le choix. Une dame et deux autres. Je vois que ce n'est pas les mêmes pour toutes les journées. Chaque jour, chaque jour, voilà. Madame, vous ne serez pas là demain. Ce n'est pas un problème. Donc demain, vous allez être du groupe de demain. Mais vous allez être du groupe qui va rendre le... Ok, merci pour demain. Bon, madame suivante, elle n'est pas chargée. Madame. If you want. Yes, why not? You can do your report for tomorrow. Bon, un volontaire pour la part anglaise, c'est bien, très bien. Ça m'arrange. Et les deux mains. Regardez-moi, oui. Tout le monde, regardez-moi. Bon, monsieur. Deux femmes. Ah, c'est une femme, non, c'est bon. Non, non, vous, celle-ci, le monsieur, voilà. Donc deux filles. Les femmes sont plus volontaires, c'est pas possible. Pour le garçon, c'est vous. Voilà. Vous allez vous rapprocher quelques minutes ce soir. Vous échangez peut-être même les adresses mail pour faire votre rapport et puis WhatsApp et tout. Venez le résumer devant le bien. S'il vous plaît, on commence toujours par la présentation du devoir de la veille, enfin le résumé du cours de la veille. Rapprochez-vous à la fin du cours. Merci. Bon, là, on était au niveau des limitations environnementales. Avec la prise en compte des espaces verts dans l'art de bâtir. Nous savons tous qu'il y a des financements aujourd'hui qu'on n'accorde plus si vous ne respectez pas certaines exigences environnementales. Surtout les grandes barrières, les barrières internationaux. Donc, vous dites que c'est des aspects à prendre en compte. À prendre en compte quand on définit nos projets de développement des infrastructures diverses. Nous avons la gestion des déchets qui concerne la collecte, le transport, le traitement et même la réutilisation. On passe par la valorisation des déchets. Nous avons toujours comme limitation environnementale la réduction à la source du déchet. Il s'agit de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances de produits, en favorisant leur réemploi. Comme mutation culturelle, on voit encore la fabrication des matériaux locaux. On vient de discuter à ce sujet des matériaux locaux avec l'entreprise publique qui est en charge de sa promotion du Pomalo, qui est située ici dans la ville de Yaoundé. L'esprit étant, comme on a dit, d'essayer de développer des produits locaux afin qu'ils soient compétitifs sur le plan de leur coût et compétitifs même sur le plan de la qualité, afin d'avoir des infrastructures qui nous ressemblent, et plus seulement aux pays exploités, aux pays développés. Là, on passe au quatrième et dernier cours du module 1. Le panorama sur les infrastructures urbaines. Ici, en général, on va lister ce qu'on entend par infrastructure urbaine en fonction des secteurs d'activité. Je pense que rien ne sera étranger à personne ici sur ces infrastructures, puisque il faut qu'on se les mette bien en face pour la suite de la formation. On commence par le secteur des transports. Ce que nous avons comme infrastructure, il est dans le secteur des transports. Nous avons les routes, nous avons les gares routières, nous avons les transports en commun, la mobilité, tout ce qui est la mobilité piétonne, la mobilité pour les engins à deux roues, les infrastructures fluviales, les aéroports, les plateformes logistiques. Il est clair que dans les infrastructures que nous citons là, ce n'est pas tout qui sont aujourd'hui à la charge des CTD. Aujourd'hui, nous n'avons que les routes et là même les routes rurales.
alimentaires, nous avons peut-être des gares, pas peut-être, nous avons des gares routières, nous avons les transports en commun. Mais je me dis qu'avec le temps, avec les années, d'ici 10 ans, 20 ans, les infrastructures qui seront transférées aux communes ne se limiteront pas à celles dont vous avez la charge aujourd'hui. Donc il est question bien maintenant de savoir déjà tout ce qu'on a comme infrastructure urbaine, de manière à ce qu'avec le temps, lorsqu'il y aura des nouveaux décrets qui ajouteront des infrastructures à votre charge, que personne ne soit surpris. Nous avons dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, nous avons les réseaux d'eau potable, nous avons des réservoirs d'eau, qu'on appelle le verrement château d'eau, les systèmes d'assainissement, tout ce qui est égout. Je pense que les communes d'arrondissement à Yaoundé, Yaoundé 6, Yaoundé 6. Nous avons dans les quartiers comme le Biémassi, nous avons quand même un petit réseau d'assainissement. Au niveau de Nîmes jusqu'à Cassia, comme c'est dit, il est toujours en train de développer, comme ça qu'on dit dans les réseaux. C'est-à-dire des égouts qui se remplissent, les excréments commencent à se verser sur la route avec les odeurs. Et on a toujours la population qui se retrouve dans la mairie et en décide pour savoir pourquoi ils ne procèdent pas des actions de vidange. Ça met tout le monde mal à l'aise quand on passe là. Et qu'est-ce qu'il Les répond? maladies, les odeurs, tout ça, Il est là. tout le type de confort. Et qu'est-ce qu'il répond? Il est là. Nous avons les stations d'épuration. Il y a une station d'épuration dans le quartier de ça. Excusez-moi de parler de tous les quartiers Yaoundé parce que je vis à Yaoundé. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les autres villes. Sauf si dans vos localités, vous avez aussi par exemple ces stations d'épuration. Vous pouvez prendre la parole et peut-être les décrire. Et surtout décrire les problèmes que ces infrastructures ont. Comme là tout à l'heure, je parlais du réseau des groupes à Yaoundé, qui n'est presque jamais mélangé. En fait, par exemple, c'est des actions de maintenance. Et nous sommes dans une formation quand même pour le cœur, c'est la maintenance. Je voulais savoir exactement s'ils ont mené les études d'impact environnemental. Il faut d'abord savoir s'ils sont compétents pour ça. C'est très important. Ça doit pas d'abord au moment de la réalisation, bien actuellement, de la réalisation. Je pense que c'est les réseaux des groupes qui ont été construits. Il y a peut-être 20-30 ans maintenant, avec la construction des camps cycles. Les camps cycles et maritures. Donc, vraiment, je ne suis pas bien placé pour savoir s'il y a certains camps qui avaient procédé à ces études environnementales. Mais aujourd'hui, ça se pose. Comme on voyait tout à l'heure, les enjeux environnementaux, ça se pose. Les bailleurs aujourd'hui ne donnent plus des financements si vous n'avez pas garanti à travers une étude d'impact environnemental et social qu'on n'aura plus ce genre de phénomène. Il y a 20 ans, 25 ans, c'était passé de faire ça. Le réseau de drainage, donc tout ce qui est système de rigole, pour éviter les inondations. Dans le secteur de PIC, nous avons le système de gestion de l'éclairage public. Je crois que toutes les communes sont en charge de l'éclairage public. Nous avons ça c'est l'autre. Je pense dans d'autres pays, nous avons parfois des centres de données. J'ai déjà vu ça à l'extérieur. Que ce sont les communes. Les communes s'occupent des centres de données. Les données vraiment surtout sur le système scolaire, le système médical, toutes les données qu'on peut collecter au sein du public. Les data centers, dans les pays développés, on est arrivé dans les communes qui ont vraiment toutes ces données-là. Et si possible en temps réel pour le genre de données qui se collectent minute par minute. Bon, ici, je pense que ce soit le cas. C'est ça que j'étais appelé les états pour sortir les mots. Les réseaux de communication, il s'agit de réseaux de communication pour les services publics locaux dans les urgences de la santé, les services éducatifs. Et enfin, les plateformes de données ouvertes pour les citoyens. Je pense que nous n'en sommes pas encore là. C'est bien
déjà connaître les infrastructures pour savoir ce qu'on va demander à l'État de ce qu'on va transférer. Dans le secteur de la gestion des déchets, nous avons l'installation des tri et de recyclage. On voit ça dans pas mal de carrefours. On met des grands bacs ordures, on écrit ici les déchets en verre, ici les déchets en plastique. Bon, il y a tout ici. Il n'y a pas quoi ça ailleurs. Non, ici, il y a le modèle 1 de carrefour. Il y a des bacs ordures installés par les mairies. Et ils ont mis des écriteaux là. Ici, déchets en verre, ici, déchets en plastique. Ici. Les décharges publiques, ce sont les installations où les déchets ménagers industriels sont collectés et stockés. Les usines d'incinération, les installations qui brûlent les déchets pour produire de l'énergie réduisant ici les quantités de déchets. Est-ce qu'il y a des mairies où on possède la production d'énergie à partir des déchets? Actuellement. Il n'y a pas ça, pas pour ça. Pardon? Non. Pas pour ça, non. Peut-être sur les chances. Les particuliers le font. Mais ce sont des privés, il y a des gens qui font dans le privé. C'est pas la commune. Pas la commune. Moi, je pense que ça c'est très important à savoir. Toutes ces activités, ça peut même donner, on peut donner des idées à des communes pour intégrer de nouvelles activités, quelles sont les services. Parce qu'aujourd'hui, chaque mairie a un certain nombre d'infrastructures. C'est bien là actuellement de voir toute la partie d'infrastructures qui peut être gérée par les communes. Je pense parce que les cas de qu'on gère aujourd'hui, tout ce qu'on cite là peut utiliser quand on va. Je veux dire, on peut essayer de créer une usine d'incinération, on peut créer une installation de tri et recyclage des déchets.
Vous voyez, par exemple, on a un problème au Cameroun. Quand Isaac en vient, là où il a déposé ses bacs, déjà c'est poubelles nouvelles. Parce que même quand la poubelle a débordé, c'est la route qui encaisse le reste. C'est un problème. Maintenant, quand Isaac en vient, par exemple, porter ses bacs, vous avez un problème de mobilité qui se pose. On est obligé d'arrêter la circulation, il va transporter, il aurait des déchets qui vont se verser. Alors que c'est des infrastructures qu'il faut penser. Quand il vient, comment est-ce qu'il pense aujourd'hui sans venir la mobilité? Comment est-ce qu'on pense même cette infrastructure-là pour que ça ne reflète pas seulement la poubelle et qu'au sein de ça, on ait des tri, c'est un jour sous-sanctionnel. Il implique même énormément de mairies parce qu'on a posé le problème, par exemple, c'est-à-dire que désormais, il faudrait que lors des lotissements des parcelles, on impose à ce qu'on ait des parcelles, on ait des lots pour la gestion des déchets. Mais à la fin, c'est les mairies qui s'en occupent. C'est les mairies. Ce n'est pas la cadastre, c'est la mairie. Mais pas le lotissement sont gérés par qui? Non, non. La validation des plans. La validation se fait par la mairie. La validation en principe. La mairie qui valide. Normalement, un maire doit porter plainte à un propriétaire du lotissement parce qu'il a vendu un espace vert. Voilà, donc on est d'accord que c'est les mairies qui s'en occupent, c'est écrit dans les textes. Bon, là, tu nous l'impression que c'est l'affaire du cadastre. Non, c'est les mairies qui valident même dans le lotissement. Donc il faudrait déjà qu'on intègre ces infrastructures tellement importantes pour la vie, tellement. Parce que le cadastre a l'habitude de le faire sans impliquer la mairie. Ce sont des batailles qui existent. Le cadastre a tendance à travailler sans inviter la mairie dans ses travaux. Donc du coup, par exemple, chez nous à Bafoussam, il y a 2 semaines ou 1 mois environ où on a tenu la toute première session de lotissement. Ça fait à peine 1 mois qu'on a tenu la toute première session de lotissement où la communauté Ben a validé un projet. Ça se faisait avant quand ce qu'il faisait la communauté Ben était au courant de rien. Même ici, tous les lotissements, moi je vois, tout se passe au niveau du cadastre. Un grand plan de lotissement où on ne prévoit pas d'infrastructure sportive, pas d'infrastructure pour les écoles, les commerces, les déchets, rien. Et ils ne tiennent même absolument pas compte même de nos documents de planification. Là. Ils ne consultent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes qui se gèrent, qui apparaissent un peu plus tard. Je voulais aussi ajouter qu'il y a des projets qui vont le faire. Si l'homme n'est pas là, on ne peut pas. Par exemple, c'est l'éclairage public et la gestion des déchets. S'il n'y a pas d'éclairage public, il y aura accumulation des déchets, forcément. Et maintenant, il y a aussi les routes secondaires. Tant qu'il n'y a pas de routes, la gestion des déchets ne sera pas bien assurée. Je m'explique en disant ceci. Rien qu'avec un souci de l'éducation, on peut facilement adresser quelqu'un dans le nord parce qu'il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas d'éclairage. Mais quelqu'un peut aussi facilement venir verser les ordures quand il sait qu'il est dans le nord. Il sait qu'il le voit à distance. S'il y a un lampadaire, on va le voir. Donc je peux dire que avec la collecte, le système de collecte dans les voies secondaires, parce qu'il y a des mairies qui ont des disciples, mais l'État ne nous permet pas, par exemple, à cette période de crise, on ne peut pas aller dans les bas-fonds collecter pour venir verser les ordures là où ils attendent plus facilement intervenir. Bon, pour finir, je peux aussi dire que partout où ils attendent viennent collecter, ramasser des déchets collectifs. On se retrouve toujours, au bout peut-être 2-3 ans, on se retrouve avec une fosse. Parce que de temps en temps, il faut bien ramasser et commencer à changer de place. On dit l'acidité, tout ce qui est cuit, les ordures, la
quand il vous dit que si nous pensons, si nos infrastructures, généralement ces infrastructures ne sont pas pensées. Si nous pensons bien, par exemple, si on se met à l'image qu'on a un espace, par exemple, qui est prévu pour ces points de transit, on a des éléments culturels. Généralement, ces enfants qui viennent verser les ordures. Et ces enfants-là, quand ils arrivent, les problèmes en hauteur, on a des barres qui sont en dessous. Quand il est fait, c'est des points encadrés, c'est-à-dire le soir, on fait. Regardez par exemple, toutes les mairies mobilisent la police municipale pour arrêter les autos. Alors que si chaque mairie déployait par exemple 2 agents de la police municipale au point de poubelles, le travail va se faire de l'argent. Et que les pourquoi c'est ça? Je vous dis que ça engage les points de vue des installations à faire. Oui, parce que je vais donner un exemple précis. Au niveau des écoles de police, la poubelle qui était à la bibliothèque, je crois qu'elle n'existe plus. C'est grâce à l'action de qui? La poubelle qui était tout le monde, ceux qui vivent à Yaoundé, au niveau de la bibliothèque, l'école de police, là où on fait la braise, là, il y avait une poubelle hyper énorme là-bas, je ne sais pas qu'elle n'existait plus. C'est l'action de qui? La police municipale. Ne dites pas que la police municipale ne fait pas ce qu'elle doit faire. Là, je m'inscris en point. Non, la police qu'elle ne fait pas ça, pour elle, là, tu es autrement, c'est bizarre. Permettez qu'on avance. Nous sommes maintenant dans le secteur de l'aménagement urbain. Là, nous sommes dans le secteur de l'aménagement urbain de l'habitat. Nous avons les bâtiments administratifs, les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, les bâtiments commerciaux, centres commerciaux, boutiques. Nous avons les espaces publics. On a parlé des espaces verts, les rues, les avenues, les parcs, les jardins. Ça, c'est dans quelques exemples d'infrastructures urbaines qu'on a dans le secteur de l'habitat. Comme exercice d'application, pour voir si on a retenu ce concept, il y a un tableau à 2 colonnes. On a le secteur et type d'infrastructure. On commence par la première ligne. L'infrastructure salle de classe appartient à quel secteur? On a déroulé les infrastructures secteur par secteur. On a commencé par le transport, après on est allé aux énergies, après on est allé pour voir si vous avez retenu, si vous étiez attentif. Il faut pouvoir remplir ce tableau. Donc celui qui a la réponse. Par rapport au cours qu'on a fait, on a mis les salles de classe dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme. C'est ça ici, secteur aménagement urbain et habitat. Voilà les salles de classe pour les bâtiments. Donc ça c'est juste pour voir si vous étiez attentif. Secteur pour assainissement. Exemple d'infrastructure qu'on a listé dans notre exposé. On a dit des AEP. Les munitions d'eau, les châteaux. Infrastructure rurale, ça faisait partie de quel secteur? Par rapport à notre exposé. Par rapport à votre exposé. Aménagement. Là, vous répondez par rapport à votre propre connaissance. Mais par rapport au cours qu'on vient de faire, les routes, on les a mis dans le secteur du transport. Les trottoirs. Non, ce n'était pas dans le transport. Aménagement urbain. Aménagement urbain. Dans le secteur d'aménagement urbain et habitat, un type d'infrastructure n'est pas celles qui sont déjà occupées. Les hôpitaux. Les bâtiments publics. Oui, bâtiments publics administratifs. L'infrastructure, centre de données, on a mis dans quel secteur dans notre exposé? TIC. Le secteur énergie. La centrale solaire. Le secteur eau et énergie. Voilà, c'est la fin du module 1. J'espère que c'était intéressant pour vous parce que c'est le module introductif à cette formation. J'espère que les définitions de base
les différentes réglementations qui encadrent la gestion des infrastructures urbaines, les différents types d'infrastructures urbaines qu'on vient de lister. Et le point 3, c'était les enjeux et les défis. J'espère que tout cela est bien intégré.